Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous parce que à Télévision Caraïbe, nous partons d'un principe. Il est possible d'instituer des possibilités de bonheur avec le livre comme soupape de sûreté, avec le livre comme point de départ. Délivrez-vous parce qu'il est possible de créer une Haïti nouvelle avec des élites lettrées. Cette émission fait la promotion d'une intelligence collective. Cette émission fait la promotion de la pensée comme lubrifiant social pouvant permettre à Haïti de vivre des jours heureux. À l'émission du jour, on va parler littérature dans la démesure. On va utiliser la poésie comme porte d'entrée. Mon invité est très estimé. Je vous laisse respirer. On va tout de suite passer au squelette de l'émission. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Poème. Léopold Sédar Senghor, voici un nom que tout Haïtien, toute Haïtienne qui regarde cette émission se doit de retenir. C'est l'un des pères de la négritude comme courant de pensée, la négritude comme courant littéraire, la négritude comme arme de combat des nègres à un moment où particulièrement la France montrait ses dents les plus racistes. Il fallait renverser la tendance et Léopold Sédar Senghor, avec à ses côtés Aimé Césaire, avec à ses côtés Léon Gontran Damas, ont institué avec d'autres intellectuels noirs ce mouvement littéraire qui s'appelle la négritude. Léopold Sédar Senghor est aussi le premier président élu du Sénégal, le Sénégal, pays d'Afrique indépendant. Je vais vous lire deux de ses poèmes. Le premier a pour titre « Pourquoi ?» Pourquoi battre le rappel du jazz imagination, de la bamboula des paroles au clair de ma jeunesse? Renvoyons l'harmonie tumultueuse des hanches, la frénésie des seins bondissant et bramant à travers les forêts parfumées. Renvoyons les longs jours titubants, ivres de vin. Pauvres convalescents, dévêtons-nous de violence. Seulement un peu d'air vert et vif et léger, comme une mousseline autour de nous, n'est-ce pas? Et le repos tranquille, calme, sous le tiède soleil d'une affection sororale. Deuxième poème de Léopold Sédar Senghor, « Je suis seul ». Je suis seul dans la plaine et dans la nuit, avec les arbres recroquevillés de froid qui, coudes au corps, se serrent les uns tout contre les autres. Je suis seul dans la plaine et dans la nuit, avec les gestes de désespoir pathétique des arbres que leurs feuilles ont quittés pour des îles d'élection. Je suis seul dans la plaine et dans la nuit. Je suis la solitude des poteaux télégraphiques le long des routes désertes. Pourquoi ce poème, surtout le second de Senghor, est de cette importance? C'est parce que mon invité, qui est tout estimé, il est bien estimé en qualité. C'est bien pour ça que ses parents ont décidé de l'appeler Qualito estimé, mais certains amis taquins l'appellent Qualito. Laisse savoir comment son épouse et ses lecteurs l'appellent. Mesdames et messieurs, on va parler de solitude dans une veine à la Senghor, mais dans une démarche littéraire et esthétique qui est signée Goutte
lettres. Vous suivez l'émission Des livres et vous, gardons bonheur. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Mal a dit. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. Nous sommes à l'émission Des livres et vous. Mon invité est diplômé en lettres modernes à l'École normale supérieure. Mon invité enseigne présentement au département de lettres modernes à l'École normale supérieure, l'École normale supérieure qui est une entité de l'Université d'État d'Haïti qui forme des normaliens supérieurs en mathématiques, en chimie, en physique, en philosophie, en littérature. C'est une école qui produit des intellectuels patentés, reconnus en Haïti et dans le reste de la francophonie. Mal a dit, regardez bien l'orthographe, Mal a dit. Moi, je vous dis, mon invité est aussi un impertinent. Mon invité peut faire preuve d'une grande insolence poétique. Je pense que ça va être le ton de cette émission. Ma première question, sans même te dire bonsoir, qualité estimée, pourquoi cette insolence poétique? C'est ma façon de te dire bonsoir. Bonsoir, D'Angelo. En fait, c'est un plaisir de participer avec vous aujourd'hui dans cette si importante émission, émission si prisée, si écoutée sur la télé en Haïti. En fait, je dois aussi profiter pour saluer ma femme qui regarde maintenant et ma fille, puisque au début, tu as fait une ouverture sur la façon dont ma femme m'appelle. En fait, elle me donne un surnom qui n'est ni Qualito ni Calito que je n'ai pas besoin de dire ici. Comment elle s'appelle ta femme? Ma femme, elle s'appelle Magali. Magali, bonsoir, merci de suivre cette émission. Ton mari est brillant. Merci. En fait, pour répondre à ta question, pourquoi ce titre? Pourquoi cette insolence poétique? Pourquoi Mal a dit s'écrit de cette façon et non maladie comme un seul mot? En fait, je ne dirais pas que c'est une insolence poétique, mais je dirais plutôt que c'est une figure de style. C'est un calembour. Le titre, il est calembouresque. Bon, c'est pour faire aussi, pour rendre l'ouvrage alléchant, pour rendre le travail alléchant, parce que le titre, il joue aussi ce rôle-là, pour attirer le lecteur, qu'il vienne voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage. En fait, il y a deux choses. Il y a le calembour, il y a maladie, et quand on dit ça comme ça, une personne qui vous écoute pourrait penser que le titre c'est maladie, comme une maladie attrapant la COVID par exemple. En fait, maladie, c'est un mot cassé qui vous donne le calembour, un mot cassé. Mais il y a aussi la maladie dans maladie, parce que tout en écrivant cet ouvrage, et j'ai été traversé par la médecine orientale. Eh bien, dans la médecine orientale, eh bien, les gens, les médecins, ils croient que, eh bien, quand on a des émotions que l'on refoule en soi, eh bien, ces émotions-là, elles peuvent revenir sous forme de douleur, sous forme de sensations corporelles. Et là, on considère ces douleurs-là comme un message qui est envoyé au corps par l'intérieur, un message du psychique qui est envoyé au corps pour lui faire sentir qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'esprit, dans le psychique. En fait, il y a aussi ça qui m'a traversé. Mais dans le sens poétique du terme, il y a là, parler de maladie,
c'est en quelque sorte, c'est un poète c'est un poème, c'est un texte qui est traversé par le spleen, par la mélancolie. Donc cette maladie-là, cette maladie qui s'exprime dans ce maladie poétique, eh bien c'est en fait l'expression de cette mélancolie du poète, de cette solitude, de ce manque que vit le poète, qui est l'incompris, et puis qui produit ça en poème fleuve qui appelle. Absolument. Mais lecteur. Carlito, pourquoi est-il autant difficile d'exprimer sa solitude, sa douleur, sa nostalgie? Est-ce que ça te donne l'impression de revivre le mal quand tu l'énonces? Bon, ce n'est pas tout à fait l'impression de revivre le mal. C'est plutôt, on cherche, comment pourrais-je dire, on cherche une thérapie. On cherche une façon d'exprimer ce mal-là. La poésie comme exutoire. Comme exutoire, comme échappatoire. La poésie qui aide à sublimer tout ça. Parce qu'il y a aussi ce travail sur le langage. Parce que exprimer ça, mais ce n'est pas l'exprimer avec le langage courant. Ça va? Donc, il y a les figures de style, il y a le langage poétique. Donc, c'est ce travail sur le langage qui produit à la fin cette expression, ce discours pour exprimer cette solitude, ce mal que l'on vit. Mais ce n'est pas pour autant un mal que l'on ressent vraiment dans le corps. C'est un mal dans l'imagination, dans l'imaginaire et aussi des fois dans la situation aussi réelle dans laquelle le poète il se trouve. Il se trouve. Alors, entre les lignes là et Carlito, on a esquissé une définition de la poésie et par rapport à ta compréhension de la poésie. Est-ce que pour toi, la poésie, c'est la mise en capacité de quelqu'un qui arrive à contourner le langage ordinaire? Est-ce que pour toi, faire poésie, c'est doubler le langage ordinaire? En fait, et j'apprécie vraiment la question parce qu'elle me permet de parler un peu de ma conception de la poésie. En fait, pour moi, la poésie je reviens toujours à la définition grecque de la poésie. C'est la poiesis. Cette poiesis qui appelle au travail, à la création, ça va, à la construction de quelque chose. Mais ce travail-là, il est fait à partir du langage. On fait un travail sur le langage. Et puisque ça vient de la Grèce, la poiesis grecque, et Aristote, il y a Aristote qui a fini par ajouter à cette poiesis, à cette construction, il finit par ajouter la techné. Pour Aristote, il faut que le poète maîtrise la technique. C'est quelque chose, c'est comme un travail artisanal, un travail qu'on fait à la main. Donc, il faut que le poète puisse maîtriser le langage afin de produire ce travail-là, cette poésie-là. Donc, pour moi, la poésie, c'est ça. C'est un travail, c'est toujours avec Boileau, c'est le fait de travailler son texte, de revenir 20 sur fois ça. sur le métier, remettez encore votre ouvrage. C'est ça, toujours revenir. Mais puisque, je voulais ajouter que, nous sommes à une période, si je puis dire, postmoderne, nous sommes en plein 21e siècle, il y a cet édifice de la littérature universelle, de la poésie, où est passé des grands, des maîtres qui ont fait école. Si on prend Baudelaire, on prend Rimbaud, on prend Georges Castrat, qu'est-ce qu'on a? On retrouve en tant que poète, en tant que quelqu'un qui veut partager quelque chose que l'on ressent, on retrouve un monde déjà conçu. Donc, qu'est-ce qui arrive? On doit apporter son jeu. Donc là, dans mon travail, je pense qu'il y est ajouté à cette poésie, à ce travail, il y est ajouté la modernité un peu. Il y a le jeu. Il y a le jeu binaire chez Barthes qui est ajouté. Il y a le jeu et le poète, le verbe debout. Mais il y a aussi le jeu avec le langage. Et c'est là les figures de style, et c'est là la forme, il y a tout ça. Donc c'est un combiné entre le travail, la poésie, mais aussi la modernité, le jeu, cette autre forme moderne du travail. Est-ce que là, tu es dans un artisanat de la langue aussi? Le poète est un technicien du mot, il va ciseler le style pour dégager un sens unique et renversant de beauté? Oui, dans ce texte-là,
C'est l'idée. C'est ce Mal. que j'ai voulu faire, mais je ne sais pas si j'ai pu atteindre mon objectif. Je pense que nous sommes là-dedans. Et on va lire l'un de tes poèmes. L'art sous tes doigts est un chant de mots art. Et le jour qui me ment est un dard sous tes joues. Tu le lis à ma peau, toi qui tiens ce jar de sifflance sur ton front. Je me fais quatre au fond de ton kill et c'est mon seul doigt, tel des chiens muets, au pied des gens d'armes. Je fais mon tri et tes yeux de verre dur font de moi un grand canne. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que quand tu écris, tu slams aussi? Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de slammeurs qui auraient tendance à s'accaparer de ton texte, à se dire, ah, ça c'est pour nous. Ça c'est un texte qui claque, qui frappe, qui sonne. Et la liberté que tu te donnes pour écrire et tes yeux de verre dur, le lecteur qui entend va penser à la verdure. À la verdure, Pourtant, tu es dans autre chose. Même ta façon d'écrire Jean d'armes, est-ce que pour toi, c'est aussi ouvrir une porte aux slammeurs, cette forme contemporaine d'écriture poétique? Oui, en quelque sorte. Mais d'abord, tu as demandé est-ce que je suis slammer. Je voulais répondre que non, je ne suis pas slammer. Je pense que quand on est poète, on n'est pas forcément diseur, on n'est pas forcément slammer. Parce que je dis souvent, des fois je participe à des rencontres avec des jeunes. Il y a sur la poésie, il y a des gens qui viennent avec leurs livres, ils lisent des textes à haute voix. Moi, je suis assez timide dans ces activités-là. Parce que je pense même que je suis un mauvais lecteur de la poésie. Mais je dois dire qu'en faisant ce travail-là, j'ai fait l'effort de lire à haute voix quand j'écrivais ces textes-là, quand je travaillais mes textes, j'ai fait l'effort de lire à haute voix. Et c'est pour revenir à ta deuxième question, en fait, c'est faire en sorte de passer le texte au slammer pour voir est-ce que ça peut faire beaucoup plus d'effet. Parce que vous savez, quand le texte il est là et quand on le lit à voix basse, on n'a pas le même effet, on n'a pas la même sensation quand quelqu'un prend le texte et le dit à haute voix et le partage ainsi avec Mais la lecture à haute voix t'expose à une autre dimension du texte. Exactement. Tu es dans son corps sonore. Exactement. Est-ce que pour toi, la poésie qui marche, c'est celle qui a le meilleur corps sonore? Bon, ce n'est pas forcément la poésie qui marche, mais ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Je pense que la poésie est aujourd'hui dans une guerre. Elle est vue comme un genre qui est relégué à notre époque. Nous sommes à une époque qui est dominée par le roman, par le récit. Eh bien, il y a le slam, il y a le fait de dire les textes poétiques, qui donnent une autre apparence de ces textes-là, qui donne une autre vie à ces textes-là, qui permet à la poésie de subsister dans le monde aujourd'hui où le récit prime sur les autres textes. Absolument. Quant au grand jour, le ciel m'en vient. Non, je reprends. Quant au grand jour, parce que tu sais, il faut prendre un temps. Tu peux mal lire un poème et tu rates toute sa beauté. Oui, c'est ça. Tu rates son rythme, tu rates sa biologie de texte. Exactement. Là, j'ai tout de suite compris ça. Je me suis dit, on reprend. C'est ça. Quant au grand jour, le ciel m'en vient plein de toi dans ses yeux. Les pluies Yves ont, tels des mets qui font le goût de mes mots, l'odeur de mon grog, telle des rumeurs dans mon dos. Qui rit de mon feu, tue ses yeux, pour voir les liens au pan des saints. La main des morts est mon port, où le froid me bat, mais au chaud tient mon cœur. J'ai pris tant de coups pour mes mains folies que j'ai mis dans ton mât, tel un lac qui fait du tort au sens des sourds. Mais j'ai vu tous les jours des cœurs qui encore croient dans le sort que leur font les dieux fous. Quand est-ce qu'un dieu sombre dans la folie, Calito estimé? En fait, la folie des dieux, on le connaît. Les dieux, ils sont dominés par L'orgueil déjà. Par Les dieux sont l'orgueil, très orgueilleux, très sûrs d'eux, très narcissiques. Le pouvoir très narcissique, merci. En fait, nous savons dans toute la mythologie grecque les dégâts qu'ont causé les dieux aux hommes. Et en fait, les dieux, quand je parle des dieux fous, moi, je
Je parle, c'est une figure pour parler des grands de ce monde, qui croient diriger des choses, qui croient nous diriger vers quelque chose de positif, qui croient qui croient mener le monde à bon port. Donc là, c'est passé en quelque sorte en dérision ces gens-là, les responsables, les dirigeants, les grands de ce monde. Donc il faut les considérer comme des fous quand on voit le désastre écologique, quand on voit tout ça, quand on voit la folie d'aller sur la Lune pendant qu'il y a la faim dans le monde, tout ça. Oui, c'est en quelque sorte. Mais c'est bien que tu en parles là comme ça, parce que pour l'instant, les 3 plus grandes fortunes au monde se livrent bataille pour aller sur la Lune. C'est ça, on a vu ça sur tous les médias. Qu'en Haïti, des gens meurent de faim. En Afrique et dans plein de pays sous-développés, des gens meurent de faim. Pas seulement en Haïti, il y a des pays où il n'y a pas les richesses que l'on a en Haïti. En Haïti, on a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en valeur, alors que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a l'eau à apporter aux gens parce qu'il y a beaucoup plus de terres arides. Donc, il y a tout ça, alors que les grands, les maîtres du monde, à quoi est-ce qu'ils pensent? Ils investissent des milliards. On va penser à Elon Musk, on va penser au mec de Apple, au garçon de Facebook, la Zuckerberg. C'est des milliards de dollars qu'on flambe parce qu'on veut retourner sur la Lune pour faire du tourisme spatial. Allez savoir, hein. Mais la poésie nous aide à avoir les pieds sur terre. La poésie nous aide à raisonner en grande émotion ce monde qui va vers la folie. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous, je reçois Calito Estimé. Vous faites bien de suivre cette émission. Nous sommes la fréquence du bonheur. Je vous laisse respirer. Allez, à tout de suite. Gardons bonheur. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mal a dit. Calito Estimé, professeur à l'École normale supérieure, poète de son état, il est sur le plateau de l'émission Délivrez-vous avec ce que je qualifie, mais de manière délibérée et furieusement, une insolence poétique pas possible. Là, j'ai à la page 25 un poème en losange. Je sais, ça vous fait penser à Apollinaire, hein? Joins le creux de ma soif à ta voix d'encre, le bleu de ta mer, côte à côte à mon lac, s'en va vers les plis de l'aile du freux qui fait sous l'eau son nid, et branvole tel ses nefs à toi, mât, quand tu te rends le soir chez l'as de l'eau. Je ne veux plus être en ce lieu de tes torts, moi qui suis pris dans ce jeu de mots de ta voix. Rends-moi le mot qui te rend fier et plus fort, car si mon style est vain, tel sueur corbeau, c'est que mon sac plus n'a un seul bas, et mon phare est tel sans vie, dans ton île aux mis si belle, que tu tiens sur ton bac, sur ces feux d'enfer, où mon flair s'ancre dans ta coiffe de vieux foin. Mais pourquoi ce losange? Avant d'entrer dans le poème, pourquoi cette restriction stylistique dans laquelle tu t'es enfermé? En fait, on en parlait au début de l'émission. Parce que avant, tu as publié un livre où nous avons que des losanges de poèmes. Que des losanges. Voilà. En fait, comme je te le disais, eh bien, on aurait pu faire toute une émission sur ces textes-là en losange. Parce que c'est une création de forme, c'est une création assez originale, où il y a tout un travail sur la stylistique, sur la forme, sur le langage qui est fait. C'est un travail à plusieurs dimensions. Parce que, comme je te disais, je suis dominé par la poésie, par le fait de travailler le langage, de travailler la forme. Et les gens m'ont souvent dit qu'ils voient Apollinaire dans ce travail-là. Mais je dis souvent que Apollinaire, c'est
c'est beaucoup plus poétique. Apollinaire va plus loin. Parce que ce travail, il a beaucoup plus un rapport à la forme, à une forme poétique, une forme fixe, par exemple les sonnets, les ballades, les sonnets, tout ça. Parce que il y a une prétention de créer une rime ici, une rime en écho, parce que les vers qui ont le même nombre de pieds, vous allez voir qu'à la fin, ils terminent par le même son syllabique. En fait, c'est ça, c'est un travail, mais le texte charrie quelque chose aussi comment je pourrais dire, d'historique et même de politique. Parce que ce texte-là, cette forme que j'ai créée, je l'ai nommé Arétos. Parce que le titre de ce recueil, c'est Les Arétos de ma muse. En fait, l'Arétos, c'est le texte même, c'est le nom du texte. Et à travers les recherches que le baron Émile No a faites à son époque, à la fin du 19e siècle haïtien, eh bien, il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les aborigènes qui habitaient l'île avant la venue des colons, des Espagnols. En fait, il a pu trouver qu'il y avait un peuple sur ce territoire-là qui était un peuple riche en connaissances. C'était toute on pourrait dire, une civilisation qui était dotée d'une culture, d'une langue, de mode de vie, tout ça. En fait, ils avaient une langue, mais ce n'était pas une langue écrite. Eh bien, il y a le professeur Vertus Saint-Louis qui a été mon professeur à l'école normale supérieure, qui enseigne encore. Excellent professeur que nous saluons. Oui, le professeur Vertus Saint-Louis. Eh bien, il a fait ses recherches aussi sur cette question-là. Et il a fini par dire que les Espagnols, ils ont commis un double génocide. En ce sens qu'ils ont exterminé les Indiens parce que c'était un peuple qui n'avait pas l'habitude des rudes travaux, alors qu'ils ont été placés en esclavage. Eh bien, ça a causé leur disparition. Les quelques Indiens qui restaient, eh bien, les Espagnols sont partis avec eux chez eux. Eh bien, non seulement la population aborigène a été exterminée, mais aussi les Espagnols qui vivaient à un autre âge. Eux. Ils vivaient déjà à l'âge du fer eux-mêmes, parce qu'ils maîtrisaient, ils ont pu traverser l'Atlantique et venir en Amérique. Ils avaient des épées en main, ça va? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils connaissaient eux-mêmes l'écriture. Mais il arrive que la langue de ce peuple a péri avec ces gens-là. Donc il y a eu un génocide linguistique, socio-linguistique si on veut. Civilisationnel aussi. Absolument. Donc là, je veux charrier tout ça avec ce texte-là parce que c'est un signe de reconnaissance à ces premiers habitants de l'île que je donne ce nom à cette forme que j'ai créée. Les Arétos de ma muse, où tu nous proposes des losanges. Autre chose pour finir, le baron Émile No, il a fait un travail d'archéologue en cherchant les mots qui ont pu survivre à travers les écrits des Espagnols eux-mêmes qui envoyaient des lettres, qui disaient comment les aborigènes ils disent telle chose. Eh bien, il a pu trouver que c'est comme ça que les aborigènes ils appelaient leur poésie qu'ils chantaient. On raconte que la reine Anacaona était une reine guerrière, mais aussi une poétesse qui invitait ses guerriers à chanter en allant au combat. Donc, elle chantait des arétos. Donc, c'est un hommage à ce peuple-là, à cette civilisation que j'ai donnée. Les arétos de ma muse. Là, nous sommes à ton premier recueil de poèmes. Exactement, publié en 2012. Mais est-ce que la forme géométrique de losange a pour toi une importance spirituelle, une importance stylistique? Parce que tu n'as pas fait de parallélogramme, tu n'as pas fait de trapèze, tu n'as pas fait de triangle, tu as fait des losanges. Pourquoi particulièrement des losanges et non d'autres formes géométriques? En fait, je peux dire que indépendamment de moi, il est venu au texte une certaine importance sur le plan dont tu viens de parler, parce qu'il y a le triangle. Dans le losange, on a l'impression que ce sont deux triangles. Deux triangles qui se rencontrent, en effet. Donc, vous savez toute l'importance du triangle dans l'histoire de l'humanité. De l'humanité, tout ça. Dans la musique, dans la géométrie, dans la science, tout ça.
mais c'est venu après. Parce que l'idée de départ, c'est toujours dans ce travail avec les mots cassés, tout ça. Mais je dois dire qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, et je dis toujours que j'écris, mais surtout je lis. Quand j'ai commencé à lire, eh bien, c'était très tard, assez tard, j'étais en seconde, mais je ne pouvais pas me rendre à la bibliothèque. J'habitais à Carrefour, j'ai grandi à Carrefour, et la bibliothèque Justin Lérisson, c'était assez loin de moi. Je ne sortais pas pour aller trop loin. En général, mon père et ma mère, ils nous gardaient à la maison, même en vacances. On faisait des devoirs, mais je n'avais pas de livres vraiment à lire pour passer mes vacances. Les livres, c'était les livres scolaires, les manuels. En fait, le premier manuel de littérature qui est tombé entre mes mains, c'est La Gare des Michards du XVIIe siècle. Donc, ce sont les classiques. Donc, je parlais tout à l'heure on parlait de Nicolas Boileau. Donc, le XVIIe siècle, eh bien, ce travail-là sur le langage, sur la langue, ce travail sur la forme, la métrique, tout ça, eh bien, le losange, ce n'est pas un texte que la forme ne vient pas d'un arrangement dans un logiciel informatique. Il arrive que le premier, c'est un texte en vers. Le premier vers, c'est un monosyllabe. Le deuxième, un 10 syllabes. Le troisième, un vers de 3 syllabes. Jusqu'à un alexandrin, c'est-à-dire un vers de 12 pieds, qui est le vers le plus long. Absolument. Et après, je décline. Je reviens jusqu'à arriver au bas de ton losange, jusqu'à retourner avec un monosyllabique. monosyllabe. Donc, après, il y a un arrangement de tout ça, mais c'est cette construction de la forme, de cette rigueur du monosyllabe jusqu'à l'alexandrin et retourner à tout ça, qui vous donne la forme du losange quand on arrange ça sur un logiciel informatique. Non, ça, c'est d'abord un travail esthétique. Ça, c'est excellent. C'est un travail qui prend du temps aussi. Parce qu'il faut autant faire la figure géométrique de losange, mais autant il faut que ça soit poétique aussi. Oui, il faut imaginer le texte. Et il y a un autre travail que j'ai fait, et j'ai oublié de dire, les mots qu'on pu retracer de manière archéologique et Milno, eh bien, je m'en suis servi dans certains textes. Je m'en suis servi dans certains textes pour rappeler la langue, ce que disaient les premiers habitants d'Haïti. Moi, je n'aime pas les appeler des Indiens parce que je sais que Christophe Colomb s'est trompé. Et j'aime beaucoup rappeler aux gens qui regardent cette émission, on nous a mal appris l'histoire. On nous a appris que Christophe Colomb a découvert Haïti. Et comme qui dirait, Christophe Colomb était un gentil qui est arrivé avec des copains. Et il a dit, oh, bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez prendre l'or pour nous? Non. Christophe Colomb est un mercenaire, un criminel, un assassin, qui est arrivé ici en 1492 et qui a pris tout ce qui était prenable et qui a participé à l'extinction de toute une civilisation. Ça, il faut que tous les Haïtiens vraiment aient ça en tête comme information, comme élément de culture historique. Et ça peut nous aider à ne pas développer une culture victimaire, mais à regarder l'espace dans les yeux pour de nouvelles bases, pour des relations diplomatiques transparentes, quoi. Exactement. Page 26, Mal a dit. C'est pour mon mal que je me fie à toi, toi qui me fis le souhait d'un don d'un jour en bien. Je sais que la vie est tout sauf heure dans mon coin où je vis sous les coups de jas du vent. Le fond des mers pour ce temps me hait et fait court de ses ondits, mais tant me plaît la scène où fou je suis si plat et si bas pour que je sois moi. C'est au cœur de tout ça que mon front ouït son glas. Je me suis arrêté sur ce vers et si bas pour que je sois moi. J'aimerais voir avec toi les difficultés qu'un poète a pour être lui-même quand il écrit. Dans le sens où le poète écrit avec une vision du monde, avec une envie de dire, une idéation poétique, mais en même temps, le poète écrit avec sa mémoire littéraire. Bien sûr. Donc dis-moi, quelle est la mesure de ton incertitude quand tu cherches un rendez-vous avec toi-même? C'est tout toi avec tes questions là. Bon, qu'est-ce que je peux répondre à cette question? En fait, moi, comment est-ce que je vis
que je me vis, que me vois en tant que poète. En fait, il y a l'imagination. Parce que quand on choisit de produire un texte comme ça, eh bien, il y a des moments où les choses ne viennent pas. Ouais. On peut lire, on peut passer. Moi, je le dis toujours, je lis avant d'écrire, je lis surtout. Et je ne suis inspiré qu'en lisant, qu'en écoutant de la poésie. Donc, des fois, les choses viennent, des fois, ça ne vient pas. Mais par rapport à cette distance dont tu viens de parler, moi, je laisse toujours la place à l'imagination. Je laisse les choses venir. Mais en tant que poète, je sais qu'il y a toujours une distance entre ce que je produis et ma réalité en tant qu'homme. Une distance entre ce qui vient. Parce que des fois, on s'étonne en relisant quelque chose qu'on a écrit. Oui, absolument. Oui, absolument. ça, On peut s'étonner vraiment en lisant son propre texte. Exactement, exactement. Donc, mais il y a cette solitude, il y a ce manque aussi qui est exprimé. Parce que la vie, notre vie, surtout en Haïti, c'est une vie de manque extrême. Donc, c'est cette solitude-là, c'est ce manque en tant que poète, ce manque de compréhension. On vit avec la personne à la maison, on sait, elle te chérit, il y a tout ça. Mais elle ne vit pas ta vie de poète. Absolument. Des fois, tu peux l'inviter. Ça dépend de son humour, de sa façon de voir les choses. Ça dépend du moment. Elle participe. Mais des fois, tu es seul. Tu dois rendre compte tout seul parce que l'imagination, ça te prend des fois. Il faut rendre compte. J'aime beaucoup la formule. Le poète est tenu de rendre compte. Il faut rendre compte au texte. Il faut rendre compte à un public. Il faut rendre compte à la télévision Caraïbe, aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de l'émission Délivrez-vous, à l'équipe technique extrêmement formidable de la télévision Caraïbe. Il faut rendre compte à tous ces messieurs et dames. Vous suivez l'émission Des livres et vous, je reçois Calito Estimé. Je salue Magali, son épouse. Bonsoir Maga. À tout de suite mesdames et messieurs. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Ces vers ne sont pas des vers, mais un cours d'eau né au creux d'un cœur qui se meurt au fond de la lie de ta main quand tu tiens ce bout d'île que je suis devenu. Viens, viens voir de plus près, étends ton nuit. Grand temps que mon moi qui s'est tu soit de vive voix dit. Je tiens en moi le deuil des ans, il y a tel un spleen qui fait fi de mes pleurs, pour me jouer ce tour qu'est la vie. Empie ce tourment quand il dit ma joie à la fleur du lac. Ô ciel, mon heure s'en va au son de ce tard que joue le chant des rives d'antan. Moi qui dis souvent mon grand dame à ton dos, à ta voix dans ton dos, quand je m'en vais le long des mailles. Je sais que la vie n'est née seule, la mort et la faim lui sont sœurs. Je me dis lors, que suis-je né de ceux qui s'en vont? Lors, je hais ceux qui rient des fleurs, et quand on ment au sphinx qui ne dit mot, on fend mon être, car on ment au sens qui crée la vie. L'art est seul à la lueur du jour, son droit qui me dit le mal du temps, là où les fées du soir ont fait des brins d'œil, qui dit le beau que l'on voit nu. Là où le sang, tel l'air clair, fait de tous ceux qui sont sous ce pré bleu des envieux. Ouais. Des
Vieux. Ouais, c'est magnifique de voir ces pépites de trouvailles. Parce que des envieux, tout le monde pense à envieux, E-N-V-I-E-U-X. Mais là, c'est des ans, les années qui vieillissent. Quoi. Comme quoi, et les envieux aussi auront des envieux. Mais je voudrais faire un rétro-pédalage sur le poème qui est à la page 13. Quand tu nous dis, y a-t-elle un spleen qui fait fi de mes pleurs pour me jouer ce tour qu'est la vie? Ouais. Si la vie est un tour, qui est le maître de ce tour? Ah, eh bien, on peut dire que c'est une grande question, là. Ouais. C'est la quadrature du cercle, comme on dit en philosophie. Ah oui, ah oui. Est-ce Dieu? Est-ce le néant? Quand on voit la contingence des choses, cette incapacité qu'on a à maîtriser la réalité, de même savoir qu'est-ce qui va advenir à la seconde qui vient. Donc, qui est-ce? Qui a le contrôle, qui a le monopole de tout ça? Mais même lorsque tu écris, Kalito, quand tu écris un livre, tu ne sais même pas ce que tu vas écrire à la page 35. Exactement. Au moment où tu entames le processus de création. C'est ça. Est-ce que nous sommes des marionnettes? En fait, à l'âge classique, ils ont cru ça. À l'âge classique, ils ont cru que... Moi j'ai participé aussi à ça, parce qu'il y a un peu de ça dans mon premier recueil. C'est qu'en tant que poète, on est esclave de la muse, elle te prend là et tu ne sais pas ce qu'elle va te faire dire, tu ne sais pas du tout ce qu'elle va te faire accoucher à l'instant qui vient. En fait, ça n'est pas resté à ce niveau-là. C'est-à-dire, ce n'est plus une croyance dans tout ça, dans la réalité de la poésie en tant qu'inspiration, en tant que tout ça. Parce que dans la poésie moderne, eh bien, le poète, il prend un peu les rênes des choses, il choisit le projet poétique. C'est de là aussi qu'est venue l'idée d'engagement, tout ça. Parce que la réalité a changé à travers le temps. Mais il y a quelque part cette réalité de la perte du contrôle de son imagination, de ce qu'on produit, de ce qu'on dit. Absolument. Même, ce n'est pas seulement dans la poésie, parce que moi je crois que la prose poétique est aussi belle elle est aussi belle, elle est aussi une façon de sublimer le langage que la poésie en tant que telle. Est-ce que tu crois en Dieu, Kalito estimé? Bon, je dois dire que vous savez que le fait de croire, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Parce que à un certain moment, on choisit ses croyances, on choisit ses divinités, on choisit sa religion. Mais toujours est-il, au départ, quand on est petit, quand on est sous la responsabilité de gens, eh bien, ils décident à notre place. Donc, il arrive qu'on se trouve avoir été placé dans un schéma quelconque. Donc, nous adoptons les croyances de l'espace de socialisation qui nous a vu grandir, évoluer. Oui. Et des parents vaudouisants, donc des enfants un peu vaudouisants. Exactement. Et cet espace, c'est souvent la famille. Mais je ne voudrais pas dire que nous adoptons. Des fois, nous révoltons contre. Oui. Très souvent. Ouais. Donc, il y a quelques petits insolents quand même, qui font leur route, qui inventent leur chemin, comme aurait dit Jean-Paul Sartre. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, je peux dire que j'ai grandi dans la religion catholique. Ma mère, que j'aime beaucoup, est une femme qui s'est battue. J'ai dédié mon premier recueil à elle. Ma mère, elle est une croyante. Elle est une croyante, elle est aussi une battante. En fait, ma mère, elle est catholique, elle est une catholique militante. Mon père aussi, ils se sont mariés dans la religion catholique.
même si mon père a fait ses chemins à la fin. Mais oui, on connaît les hommes, nos frères les hommes. Sur le plan religieux, Uh-huh. mais ma mère, elle est restée dans une catholique militante, Ouais, une légionnaire, une tout ça. fiefée catholique. Quoi. Exactement. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué toute ma vie parce que à mon enfance, on m'a inscrit dans la La chorale, pour être enfant de cœur, j'imagine. Non, c'était plus que ça. C'est la légion. J'étais légionnaire de Marie. Donc, mais avec le temps et l'âge, avec les études, Mais il y a une chanson il m'a avec fallu le temps. faire. J'ai failli passer le temps m'a réparé. Les sont tombées, c'est une blague d'émission. Je ne parlerai pas de réparation parce que je sais que toi, tu es un peu athée. Je te suis un peu. Ouais. Mais je pense que j'ai dû prendre un certain recul par rapport Ouais. à la religion, par rapport à la divinité. Un recul cartésien pour regarder tout ce qu'on t'a appris et tu as fait Oui. table rase pour évaluer chacun des éléments qu'on a C'est mis ça. dans ta vie pour voir C'est quel est ça. le seuil de C'est ça. véracité. Exactement. Et Ouais. je me suis construit une idée de Dieu qui ne doit pas avoir, qui surtout ne doit pas avoir rapport avec la religion. Parce que pour moi, la religion, c'est un peu dangereux. Mais Je Khalito, pense, que tu je pense que je pourrais prier dans un fort, Mhm. dans une mosquée. dans une mosquée, dans n'importe quel bâtiment sacré. Ouais. Oui, parce que la religion, ça Ça ne t'intéresse pas. non. Mais est-ce que la poésie, il faut prendre des gants pour dire ce que je vais dire là, est-ce que la poésie n'est pas une institution religieuse dans la mesure où toi, tu es un dieu quelque part. Tu as quand même créé Maladie, qui est un être. C'est sorti de toi, c'est toi qui as engendré ça. C'est un être de langage, oui, mais c'est un être quand même que tu as créé. Est-ce qu'un poète n'est pas quelqu'un qui dame le pion au dieu fou ou au dieu rationnel? Bon, on peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi parce que il y a aussi cet aspect, la force de cette création. C'est une création qui va perdurer dans le temps. Aujourd'hui, nous lisons des textes de l'Antiquité grecque. On ne Absolument. commence même pas à compter comme nous connaissons. On lit toujours l'ordre Sénèque, on lit chronologique toujours des choses. Virgile. Exactement. Voilà. Alors que on dialogue avec Platon. On dialogue avec Avec Sophocle, avec Sophocle, ils sont avec- toujours avec- là, alors qu'ils ont vécu il y a des années. exactement, le poète là, avec Orphée Dante. Dante, ouais. Nous L'enfer lisons de Dante. Nous ouais. dialoguons avec Dante, nous lui posons des questions et il nous répond. Donc, on se demande si le poète, quand tu divinises le poète, est-ce qu'il n'a pas beaucoup plus de portée, beaucoup plus de pouvoir que Absolument, le il Dieu peut- de la religion, Il peut quoi. traverser le temps. Maintenant, Khalito estimé, sa créature. en tant que dieu du langage, est-ce que tu n'as pas peur? Tu produis dans un pays où le discours veut, personne ne lit en Haïti, personne n'aime lire, et nous sommes dans une institutionnalisation du rabodaï comme valeur suprême. Tout le monde sait, allez, on balance le cul dans les airs, on est sérieux, on est en mode Malheureusement. rabodaï. Malheureusement. Mais tu écris quand même de la poésie dans ce pays. Dis-moi, où trouves-tu ce courage pour faire poésie dans un pays, dit-on, qui est voué au rabodaï et aux valeurs concomitantes? Bon, parlant de courage, moi, je me vis en tant que créateur. Des fois, je fais aussi un travail administratif à l'école normale supérieure. Mais il m'arrive que des fois, par rapport à une lecture antérieure, par rapport à une musique, quand on écoute Léo Ferré, quand on... Brel, Brassens, Reggiani. Exactement. Donc, en fredonnant une mélodie de ces artistes-là, eh bien, il peut te venir subitement un poème. Ça va? Ou un insipide d'un poème. Donc, il faut tout de suite chercher un calepin, quelque chose là. Pour inscrire ce poème. Parce que moi, je vis la poésie comme ça, je vis la création comme ça. Donc, pour la réalité, notre réalité quotidienne, moi, on disait tout à l'heure que, heureusement que non seulement il y a cette réalité-là qui est assez assourdissante, mais il y a aussi les activités culturelles, tout ça. Donc, il y a le recul de la poésie aussi, le refus de la poésie actuellement, c'est quelque chose de mondial, quoi. Donc, mais
chance pour nous, il y a aussi, par exemple, nous sommes à la radio-télévision Caraïbe. Ils organisent chaque année un concours de slam. Oui, Donc ouais. le slam, c'est la poésie. Donc la poésie trouve aussi un espace, même si c'est un espace réservé, Ouais. parce que en tant que Normaliens, nous savons aussi que les choses de l'esprit n'ont jamais été les choses de la foule, Ouais. de la population. Ça n'a jamais été populaire. Exactement. Ouais. Donc si j'écris, si je produis ça... Tu et sais que c'est destiné à un public. à un public, et puis je sais aussi que je ne peux pas être riche avec ça. Parce que Absolument. donc, mon Ça ne sert pas à ça. Mon Ouais. éditeur, je ne sais pas ce qu'il va me remettre à la fin de l'année. Donc, je ne m'attends pas à ce que je reçois un chèque doré, Ouais. mais quelque part... Mais est-ce que la poésie est élitiste? Parce que si nous prenons Délivrez-vous comme émission, qui fait la promotion de la lecture de la poésie, et une autre émission avec une autre ligne éditoriale, je suis sûr que l'autre émission aura plus d'audimat et tout. Oui, Est-ce que c'est la ça. poésie, c'est une affaire d'élite? C'est pas pour tout le monde. Bon, je ne vais pas dire la poésie en soi, mais je vais plutôt dire la production poétique. Mhm. Parce que ton émission, j'ai vu les quantités de vues sur YouTube. Il y en a beaucoup. Ouais, Parce que ouais. les gens, quand ils voient les poètes, quand ils regardent les poètes, quand ils écoutent parler les poètes, eh bien, ils se disent que ce n'est pas un terrain pour nous. Ouais. Au sens de la création, au sens de la réalisation, de la production du travail. Mais cela n'empêche que la poésie, c'est dans la vie. La poésie, c'est quelque chose qui accompagne la vie. Une belle musique, c'est un beau texte, un texte bien travaillé. C'est de la poésie. Donc, les gens, même s'ils savent que ce n'est qu'un petit groupe qui peuvent leur donner ça pour les aider à traverser leur rue de réalité, mais quand même, ils consomment des fois. Ouais, absolument. Ils essaient, Et et c'est même vrai que les gens ne se refusent pas aux choses de l'esprit. Exactement, C'est vrai. exactement. Même s'ils ne peuvent pas participer à Mais ils sont la création, sensibles à ça et effectivement. ils respectent ça. Oui. Ouais. Oui. Et très souvent, ils ne se ferment pas Totalement par rapport- à l'appel des choses de Exactement. l'esprit. Tu sais, cette émission est quand même réalisée par Alphonse. Alphonse a des enfants. Émilie, qui est notre maquilleuse, a aussi des enfants. Jacob, l'ingénieur de son, a des enfants. Et Guito, qui est notre caméraman fou furieux, a des enfants. Fekir a des enfants. Et le caméraman Spencer, ils ont tous des enfants. Spencer a des enfants. C'est une république de pères qui réalise cette émission. Tu travailles à l'école normale supérieure. Et cette équipe technique qui a des enfants, peut-être que leurs enfants ne savent pas ce qu'est l'école normale supérieure. Il y a des gens qui te regardent là maintenant qui ne savent pas trop ce qu'est l'école normale supérieure. Parce qu'en Haïti, on a consacré certains métiers. Ingénieur, médecin, avocat, agronome. Et puis c'est fini. Dis aux jeunes qui te regardent maintenant, qui sont en philo, qui sont en panne d'orientation professionnelle, qu'est-ce que l'école normale supérieure où tu es secrétaire général AI en ce moment et professeur? OK. Je te remercie pour la question. Merci pour cette ouverture. L'école normale supérieure, c'est la seule école supérieure de l'Université d'État d'Haïti. Elle a été créée, instituée dans sa forme actuelle depuis l'année 1947. C'était un projet de l'excellent, du brillant Émile Saint-Lô et du président du Marseille Estimé. Du Marseille Estimé, en fait, quand il était ministre de l'Instruction publique, il avait participé à un premier décret qui avait créé une école normale supérieure, mais c'était une école normale supérieure qui visait à former des professeurs pour le secondaire. Et quand il est devenu président, il s'est mis avec la France et le service culturel de l'ambassade de France et il a pu créer l'école normale supérieure telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et aujourd'hui, et depuis 1947 jusqu'à nos jours, l'école normale supérieure, eh bien, elle forme des professeurs non seulement pour les secondaires, pour le secondaire, mais aussi pour l'université, les études supérieures, l'enseignement supérieur. Donc, elle a aujourd'hui 7 départements. Au départ, elle en avait 6. Et les 7 départements sont d'abord la philosophie. C'est
en quelque sorte la seule institution du pays qui forme des philosophes, et les lettres modernes, les lettres modernes, et puis un département de langue vivante, un département de mathématiques. Au départ, c'était maths physique, c'était collé, mais à un certain temps, on a dû séparer ça, parce que vous savez, la physique et les mathématiques. Ouais, à chacun son temps d'études. Exactement. Donc, maths physique, et puis il y a les sciences sociales. En sciences sociales, à la fin, les études, c'est 4 ans. Et en deuxième année, parce qu'il y a une année préparatoire, première année, deuxième année, troisième année. Donc, en deuxième année, l'étudiant, il fait choix d'une option, soit l'histoire ou la géographie. Et puis, dernier département, c'est les sciences naturelles chimie. OK? Donc, aussi en deuxième année, en sciences naturelles chimie, l'étudiant doit choisir l'option de chimie ou biologie. Vous savez que ce sont deux branches qui sont séparées. Donc, l'école normale est dirigée par un conseil de direction de 3 membres. Nous avons un directeur académique qui s'occupe aussi de la recherche. Il y a aussi un directeur financier et un directeur administratif. L'école normale aura 75 ans l'année prochaine. C'est pas rien. Et l'année de 1947 à 2022 l'école normale fêtera ses 75 ans d'existence. Vous savez, bon, l'école normale a souvent défrayé la chronique ces derniers temps, assassinats crapuleux d'étudiants et manifestations d'étudiants pour pouvoir... Tu parles de Grégory Saint-Hilaire, Saint-Hilaire qui a fait ses études secondaires à la même école que moi. Ah oui. Nous étions de la même promotion, on se connaissait bien. Au lycée. Au lycée Toussaint où j'étais. Ok, très bien. Bon, c'était un chic type, il était un rude travailleur. Et il avait terminé à l'école normale supérieure, il voulait intégrer le système. Donc l'école normale supérieure, c'est aussi ça, ces derniers temps. Mais je compte l'année prochaine... je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer un document qui pourra parler beaucoup plus de l'école normale supérieure, parce que ce n'est pas seulement le programme de licence, de diplôme de 4 ans. L'école normale supérieure, c'est aussi beaucoup de programmes de master ces derniers temps. Et en accord avec Paris 8. Les universités de Paris, non seulement Paris 8, le Canada aussi, l'université de Montréal, et d'autres universités à travers le monde. Qui ont des partenariats avec l'école. Toi, tu as fait ton master là avec Paris 8. Oui, moi j'ai fait mon master à l'université et dans le programme institué par l'école normale supérieure et l'université Paris 8 à Vincennes-Saint-Denis. C'était un programme de master 2 et en lettres et philosophie et littérature, espace Caraïbes. Ok, ça c'est magnifique. Et maintenant, tu enseignes, tu es secrétaire général à AI. Donc les jeunes qui nous regardent là maintenant, qui sont en secondaire 3, comme on dit maintenant, hein, on dit plus réto, n'est-ce pas? Secondaire 4, comme quoi il faut faire pompeux, qui n'ont pas encore d'orientation professionnelle. Si vous aimez les lettres modernes, si vous aimez la philosophie, si vous aimez la chimie, la physique, les mathématiques, si vous voulez être mathématicien, être biologiste, il y a une école supérieure en Haïti qui s'appelle l'école normale supérieure, qui peut vous former, qui avait une fameuse bibliothèque. Hein. Moi, j'étais un réto, j'étais un philo, et je fréquentais déjà la bibliothèque de l'école normale supérieure. C'était une mine d'or, tellement il y avait des titres extraordinaires au sein de la bibliothèque de l'école normale supérieure. Maintenant, Calito estimé que l'école normale a été présentée. Maintenant que Mal a été présenté, dis-nous maintenant où est-ce que les lecteurs peuvent trouver ce livre qui est publié aux éditions Goutte Lettres. Ok. En fait, je voudrais signaler bien avant de répondre à cette question que le livre il a été publié dans la collection 4-5-6. Et c'est ce que m'a rappelé hier mon éditeur, Pedro. En fait, le texte, il est disponible à la librairie La Pléiade, mais c'est à Pétionville et à Astérix aussi. Oui, c'est ce que m'a dit l'éditeur. Et puis, on a participé à beaucoup d'activités du livre à travers le pays. Donc, quand il y a des foires de livres, dans les villes de province, à Gonaïves, à Saint-Marc, tout ça, ces livres-là, ils sont souvent présents avec le staff éditorial. Et puis, en décembre, il y aura un festival
En décembre, je ne crois pas que les jours sont déjà arrêtés, mais les dates seront communiquées très prochainement. Il y aura un festival de la philosophie et de la littérature organisé par les éditions Gouttelettes en décembre. Et tous les ouvrages d'habitude... Publié par les éditions Oui, ce sera la Gouttelettes. 2e édition. L'année dernière, Ouais. c'était Ouais, fait j'étais en au décembre. courant, en effet. Hein. Non, c'est une maison d'édition, Exactement. les éditions Gouttelettes, une jeune maison Très d'édition, jeune, très mais jeune. qui s'avère assez dynamique hein, Ouais. sur le marché Ouais, qui fait les éditorial choses haïtien. Mais bravo aux messieurs qui dirigent les éditions Gouttelettes. Oh, messieurs, qui nous dames, font... il y a aussi une dame. Ah, il y a aussi une dame, messieurs, Ah oui. dames, même, surtout les dames, hein, vraiment, surtout à l'ère du féminisme. Tu C'est dis ça. pas les dames, tu Voilà. mets la peine de mort. Alors, les messieurs, dames, qui pilotent les éditions Gouttelettes. Moi, je connais particulièrement Edom Pedro et on a l'habitude d'avoir des échanges. Donc, voilà. Bravo pour ton livre. Il est disponible à la Pléiade. On salue encore Magali et ton enfant. Comment s'appelle ta fille? Elle s'appelle Carly. Elle a quel âge? Elle va avoir 2 ans en octobre. Oh, la petite Carly. La oh, princesse. elle ne regarde même pas la télévision en ce moment. Là, elle est en train de se débattre, elle met sa maman, elle veut son biberon. Voilà. Merci encore, Calito. Merci aux éditions Gouttelettes et merci au staff technique de la télévision Caraïbe. Merci à Guito, notre caméraman chevronné qui nous fait des plans magnifiques. Merci à Fekier qui nous fait un travail de qualité également. Spencer pour les photos. Jacob qui nous fait le son. Alphonse qui réalise tout ça, qui met en boîte cette émission. C'est un travail excessif qu'il fait. Jacob qui pilote le son. Sans oublier Jimmy qui nous fait le montage de tout ça, qui va tailler les différentes séquences visuelles que vous avez à l'écran. C'est un travail d'équipe énorme. Les messieurs de la mise en onde qui mettent en onde ce produit télévisuel. La télévision Caraïbe, chaque émission produite ici, c'est d'abord un travail de synergie, un travail d'équipe. Et il faut en tout temps et en tout lieu saluer la qualité du travail qui est fourni par les caméramans, les techniciens de la télévision Caraïbe. Si vous m'appelez d'Angelo Neyer, écoutez, je ne me fâcherai pas. Je vous dirai même Gadon Bonheur. Et n'arrêtez pas de lire. N'arrêtez pas de vous faire plaisir. Chaque livre est une source intense de bonheur. Gadon Bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.